Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose une petite conférence d'histoire de l'Antiquité. On va se déplacer dans une région qui est l'Empire perse pour parler d'un mouvement religieux de l'ancienne Perse qui s'appelle le mazdakisme, qui me semble intéressant à la fois pour l'histoire de la Perse elle-même, mais aussi pour l'histoire des idées politiques et notamment l'histoire de la pensée communiste. En effet, il existe un débat entre différents historiens s'agissant de la question de savoir s'il y a eu une dimension communiste dans une hérésie religieuse qui est survenue en Perse au 5e siècle et qui a été dirigée par un personnage historique qui s'appelle Mazdak-i Babadan, que je vais appeler Mazdak pour faire simple dans la suite du texte. Alors c'est un personnage qu'on ne connaît pas de manière directe, il n'y a pas de source historique qui nous renseigne directement sur lui, on le connaît à partir de documents historiques postérieurs. Et donc je vais essayer de vous présenter l'apparition de ce prophète, de ce leader religieux, comment il a transformé la société de son époque, comment la révolution qu'il a tenté de mettre en place a fini par être renversée, et quelques aspects des conséquences que ça a eu sur l'histoire de l'ancienne Iran actuelle durant le Moyen-Âge. Alors, il faut savoir que dans l'époque reculée où nous allons nous rendre, l'Iran était un pays, enfin, les territoires qui composent aujourd'hui l'Iran faisaient partie donc d'un empire perse, dont la religion traditionnelle était le zoroastrisme. Le zoroastrisme est une religion donc de l'ancienne Perse qui est apparue environ 1000 ans avant Jésus-Christ et qui, selon la légende, a été fondée par un personnage qui s'appelait Zarathustra, un prophète religieux de l'ancien Orient. La caractéristique principale du zoroastrisme, c'est que c'est une religion dualiste qui oppose des principes spirituels de façon manichéenne. D'ailleurs, l'adjectif de manichéen ou l'idée d'une division manichéenne, c'est-à-dire brute et tranchée entre le bien et le mal, entre le haut et le bas, entre l'enfer et le paradis, ça vient de ces traditions religieuses de l'Orient et notamment de la Perse. Donc le zoroastrisme enseigne que le bien et le mal sont des principes fondamentaux bien séparés l'un de l'autre et qui existent depuis toute l'éternité. D'un côté, le bien est associé à une divinité créatrice suprême des Perses qui s'appelle Ahura Mazda. Il y a donc d'un côté Ahura Mazda et un certain nombre de dieux qui sont célestes, qui sont positifs, voilà, qui sont les dieux de la lumière et du bien. Et puis de l'autre côté, il y a un principe qui incarne le mal et les ténèbres, c'est l'anti-dieu, l'opposé d'Ahura Mazda, qu'on appelle le dieu Ahriman, qui lui est entouré de forces démoniaques. Donc ça, c'est l'opposition, voilà, typiquement dualiste de ces religions orientales, dont le zoroastrisme est un petit peu le modèle et le patron. Il va avoir une influence, évidemment, le zoroastrisme, sur les religions monothéistes comme le judaïsme et plus tard le christianisme. Alors, pendant les 1200 premières années de son histoire, donc entre moins 1000 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ, le zoroastrisme n'avait pas de hiérarchie religieuse centralisée. Les rois iraniens, les empereurs, ou plutôt les rois des empires perses successifs, n'avaient pas de clergé central, jusqu'à l'époque de Ardashir Ier, lorsqu'il a fondé l'empire perse sassanide. Donc l'empire perse, en fait, il a existé, il a vécu, il est mort plusieurs fois. Il avait été détruit notamment au IVe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque des conquêtes d'Alexandre le Grand, qui détruit l'empire perse à l'époque. Plus tard, l'empire perse sera remplacé par un empire qui occupera en partie ces territoires, qui est l'empire des Parthes. Et là, on va aller encore plus loin dans le temps, donc en 200 ans après Jésus-Christ, lorsqu'un nouvel empire perse est fondé, avec une nouvelle dynastie, et c'est ce qu'on appelait le néo-empire perse, ou l'empire perse sassanide. Pour vous donner un ordre d'idée, je projette à l'écran une carte, donc vous avez l'empire perse sassanide à sa plus grande extension territoriale, c'est pas tout à fait la période qu'on étudie, ça va être un petit peu après, c'est en 600 après Jésus-Christ,
Et on voit qu'on a affaire à un territoire dont les limites ont pu varier, mais qui couvre en partie les pays du Caucase, qui descend jusque le nord de l'actuelle Arabie Saoudite, qui a les côtes du Golfe Persique sous son contrôle, et qui s'étend très loin à l'est jusque en Asie centrale. Donc c'est un empire de très grande dimension et de très grande durée historique, avec toutes sortes de peuples qui sont sous la domination des Perses et de leur royauté. À partir de la fondation de l'empire perse sassanide, donc en 200 après Jésus-Christ, il va y avoir un effort de centralisation religieuse par le pouvoir politique. En effet, le fondateur de cette dynastie, donc Ardashir Ier, était issu d'une famille de prêtres, et une stricte orthodoxie religieuse va commencer à être mise en place pour unifier cet empire. Il va notamment être interdit aux nobles de construire et d'exploiter leurs propres temples sans supervision royale, et les prêtres dont les enseignements divergent de la doctrine officielle vont être purgés. Des politiques officielles de persécution des religions minoritaires vont être mises en place, ce qui aura des conséquences sur différentes minorités religieuses dans l'Empire perse sassanide, comme les chrétiens, les juifs ou même les bouddhistes. Cependant, les dissensions religieuses n'ont jamais été totalement éradiquées. Le christianisme ou le bouddhisme, par la partie orientale, vont continuer à se répandre, et de nouveaux mouvements religieux ont pu exister sur le territoire de l'Empire perse sassanide. Il y a donc une volonté pour le pouvoir politique d'exercer un contrôle, une centralisation de la religion, mais qui n'aboutit jamais totalement, vu les dimensions de l'Empire et le fait qu'on a énormément de populations rurales dans des endroits très espacés les uns des autres, qui rendent cette uniformisation religieuse impossible. Les croyances hétérodoxes ont toujours pu se développer durant ces siècles sans attirer trop l'attention. Alors, l'Iran, donc à l'époque de l'Empire perse sassanide, a fini par produire le prophète qui nous intéresse, qui est Mazdak I Bahmadan, un prêtre mineur de la ville perse de Passa, qui est né, selon la tradition, donc en 480 de notre ère. J'ai dit que ça concernait l'histoire religieuse de la Perse de l'Antiquité. En fait, on est très exactement au début du Moyen-Âge, si on compare cette date avec la chute de l'Empire romain d'Occident, qui est la date conventionnelle de début du Moyen-Âge, même si ce n'est pas forcément une datation qui aurait du sens pour d'autres aires culturelles. Alors ce prophète n'est pas original au sens où il y a de nombreux prédicateurs hétérodoxes dans la période de l'Empire perse sassanide. On les appelle de façon générale des Zendiks. Les Zendiks rejetaient le dogme de la prêtrise officielle et interprétaient les textes classiques zoroastriens, notamment le texte religieux qui s'appelle l'Avesta, à travers leurs propres commentaires. Cependant, le commentaire particulier de Mazdak s'écarte radicalement des façons habituelles d'interpréter la religion dualiste perse traditionnelle. À cette époque, la société était divisée en 4 classes: le clergé, la noblesse, les paysans et les marchands. L'orthodoxie officielle soutenait que cette hiérarchie des classes était une manifestation de la justice divine dans le monde. Mais Mazdak rejetait cette vision des choses. Il prêchait plutôt que l'inégalité inhérente à ce système était un produit de la corruption de la foi par les forces des ténèbres, et présentait des arguments religieux en faveur d'une réforme sociale radicale. Alors par exemple, sur le plan de l'organisation de la société, Mazdak prônait l'expropriation massive des riches propriétaires terriens qui contrôlent l'accès à l'eau potable et aux céréales. Il faut se souvenir qu'on a affaire à une société médiévale orientale avec une masse de population paysanne. À cette époque, les territoires de l'Iran souffraient de sécheresse et de famine, alors même que la noblesse accumulait les produits des terres et du travail des paysans pour les vendre et pour en tirer profit. Plus généralement, la politique sociale que prône Mazdak défend la redistribution des terres en répartissant équitablement la propriété et les privilèges sociaux pour tous. Alors la caractérisation de communisme pour qualifier ce mouvement pourrait être discutée. On pourrait simplement penser que c'est un programme de redistribution agraire des terres,
Mais il y a un certain nombre d'éléments que nous a transmis la tradition qui insistent sur la très grande radicalité de ce mouvement dans ses choix de réforme sociale et politique de la société. Alors, qu'est-ce que prônaient exactement Mazdak et ses partisans? C'est difficile de le savoir exactement parce qu'il n'y a pas de texte contemporain ou des partisans de Mazdak eux-mêmes qui nous en parlent. Tout ce qu'on sait nous a été transmis par des ouvrages postérieurs qui datent de la période postérieure à l'islamisation de l'Iran, donc après les conquêtes du 7e siècle de notre ère. Et les souvenirs qui sont conservés vis-à-vis de Mazdak dans ces époques postérieures le présentent comme étant tout à fait hérétique et en décalage avec les bonnes valeurs religieuses. En tout cas, ce qu'on peut savoir en interprétant ces textes, c'est que le mazdakisme affirmait que toute vie est sacrée, ce qui poussait ses partisans à adopter le végétarisme ainsi qu'un pacifisme conditionnel. Des attitudes qui, par ailleurs, peuvent faire penser à une autre secte religieuse de cette période, qui est le christianisme, qui était au départ un mouvement très profondément pacifiste. Cependant, la doctrine de Mazdak a aussi une dimension révolutionnaire, car elle ne se contente pas de vouloir redistribuer les ressources de manière égale, mais elle consistait à vouloir centraliser la propriété foncière sous la forme de, à mettre en commun plutôt la propriété foncière sous forme de propriété communale. Il faudrait en fait que les terres n'appartiennent pas à une minorité de riches propriétaires, mais plutôt à l'ensemble des villages et des communautés paysannes qui les géreront de façon collective et égalitaire. Son mouvement souhaitait que les terres, les richesses, les produits, les biens de luxe, et même, selon la tradition, les épouses, soient partagés entre tous les membres de la communauté. Alors cette dimension apparemment assez baroque et farfelue de vouloir mettre en commun les femmes peut être interprétée de différentes manières. Vu qu'on n'a que le point de vue de sources postérieures et hostiles au mouvement de Mazdak, on pourrait mettre en doute l'affirmation que son communisme allait jusqu'à la volonté de mettre en commun, y compris les femmes. Si on suppose que cette affirmation est exagérée ou est une sorte d'argument de propagande à l'encontre de son mouvement, on pourrait l'interpréter de différentes façons. Soit on pourrait se dire que c'est un souvenir de la tradition sur le mazdakisme qui sert à montrer sa radicalité extrême. Ils étaient tellement communistes, tellement égalitaires qu'ils voulaient même mettre en commun les femmes. Ça pourrait être une sorte de trace de la très forte impression de radicalité qu'ont inspiré les mazdakismes à leurs contemporains et à la postérité. Ou bien on pourrait l'interpréter comme une rumeur de propagande hostile qui aurait été jetée sur ce mouvement par ses opposants. Ce sont des fous furieux égalitaires, d'ailleurs ils veulent même communiser les femmes. Je pense que cette dernière interprétation ne devrait pas être exclue, parce qu'on peut faire des analogies avec d'autres mouvements communistes historiques, qui ont eux aussi fait l'objet, à tort, d'accusations de vouloir mettre en commun les femmes et d'être des espèces de partouzes libertaires un peu hippies, voyez. Si vous lisez par exemple au XIXe siècle le manifeste communiste de Karl Marx et Friedrich Engels, ils se font l'écho de rumeurs anticommunistes propagées à leur époque, où les milieux conservateurs accusent les communistes de vouloir mettre en commun les femmes. Ce qui est une revendication qui n'a pas vraiment de sens. En tout cas, on ne voit pas à quel personnage historique ou à quel mouvement communiste réel de l'Europe du XIXe siècle cette accusation pourrait être fondée et avoir un sens. Donc cette récurrence des accusations suivant lesquelles les idéologies communistes sont des idéologies qui cherchent à mettre en commun les femmes pour que tout le monde puisse y avoir accès, semble une sorte d'excès de propagande qui se répète historiquement dans des contextes différents, ce qui amène à douter que ce soit vraiment le projet de Mazdak, mais ce n'est pas tout à fait sûr. Le mouvement de Mazdak a profité de circonstances politiques indépendantes des causes sociales et économiques qui avaient présidé à sa formation. En effet, Mazdak est contemporain d'un roi de Perse qui s'appelle Kavad Ier. Alors ce roi Kavad est arrivé au pouvoir à un moment d'instabilité politique. En 488, son oncle a été déposé par une coalition de nobles alliés aux grands prêtres du clergé zoroastrien. Ils ont installé Kavad, âgé de 15 ans, sur un trône avec l'un des leurs comme régent. Donc un peu à la manière de certains nobles dans l'histoire française qui ont été rois de France, ils commencent à être rois de France sans réel pouvoir en tant que figure de compromis d'une coalition aristocratique qui a déposé le souverain précédent.
Cependant, en grandissant, Cavad s'est avéré plus astucieux que ne l'avaient prévu ses anciens nobles protecteurs. Après son 20e anniversaire, il fait exécuter l'ancien régent et il expulse tous les nobles et prêtres de la cour susceptibles de menacer le nouveau régime. Donc on a un roi absolu qui s'affirme contre la noblesse et le haut clergé. En affirmant son pouvoir, Cavad s'était aliéné la plupart des alliés traditionnels de la maison perse sassanide. Il va donc s'allier au mouvement de Mazdak, car ils ont des ennemis communs. Le mouvement mazdakiste, à cette époque, avait grandi et comprenait de nombreux paysans, des marchands et même des nobles, principalement dans le sud-ouest de l'Iran. Il représentait donc un contrepoids possible au milieu traditionnaliste qui menaçait la monarchie et une solution potentielle aux problèmes économiques persistants. Le roi va donc inviter le prédicateur communiste à la cour royale aux côtés de certains membres de la noblesse mazdéenne. Alors c'est assez intéressant parce qu'on retrouve quelque chose qui pourrait se permettre de faire des parallèles historiques. D'un côté, on a un mouvement égalitaire à base paysanne, de l'autre côté, on a une monarchie centralisée. Les deux ont comme ennemi commun la noblesse héréditaire et le haut clergé qui monopolise les terres. Ça peut faire penser par certains côtés à l'affirmation de l'État français monarchiste, qui certes, lui, s'est pas allié à des mouvements communistes, mais qui s'est fait historiquement le soutien de certaines villes, de certaines zones féodales, où finalement on jouait la base contre les élites locales, on jouait pour la monarchie le soutien aux populations locales contre leurs dirigeants, et finalement, du point de vue du peuple et des classes populaires, le soutien à un État monarchique centralisé est parfois une solution pour se mettre à l'abri de l'arbitraire féodal. Ça fait penser en tout cas à la construction de l'État en Europe depuis la fin du Moyen-Âge. Alors c'est vrai que c'est assez étrange qu'on ait d'un côté un roi absolu perse et un mouvement communiste avec une tendance extrêmement égalitaire. Leur cohabitation semble improbable et en fait on verra qu'elle n'a pas vraiment pu perdurer. Mais pendant un certain temps, ils se sont alliés l'un à l'autre car ils avaient des ennemis communs. Alors Mazdak va convaincre le roi Cavad d'ouvrir ses propres magasins royaux de grains et de confisquer ceux de la noblesse pour l'usage public. Donc de faire une politique de distribution de nourriture aux masses, et il va également le convaincre de révoquer les contrats d'exclusivité pour l'accès aux étendues d'eau. Donc l'eau devient un bien public accessible à tous et non plus quelque chose qui est monopolisé par des puissances privées de la noblesse. Alors évidemment, cette alliance va fortement contrarier les élites traditionnelles de la société perse. L'adhésion de Cavad au mazdaïsme a été le point de rupture avec la noblesse traditionnaliste et les prêtres orthodoxes. Donc les milieux conservateurs vont fortement réagir à la fois à cette violation de l'interprétation habituelle de la religion et aux conséquences sociales très défavorables pour elles que ça entraîne. Si bien qu'en 496, une nouvelle coalition d'aristocrates fit entrer ses gardes dans l'un des palais sassanides et arrêta Cavad. À ce moment-là, ils vont faire monter sur le trône le frère du roi pour avoir de nouveau un pion pour diriger l'État en faveur de leurs intérêts. Le nouveau roi refuse cependant d'exécuter son frère Cavad et il va l'envoyer à la forteresse de l'oubli, au Khuzestan, donc une prison, donc destitution de l'ancien roi et tentative des milieux conservateurs de rétablir la situation. Cependant, Cavad va s'échapper de la forteresse de l'oubli. Il va s'enfuir à travers tout l'Iran pour aller se réfugier dans une région d'Asie centrale auprès d'un peuple qu'on appelle les Heftalites. Quelques années après, en 499, Cavad revint en Iran à la tête d'une armée Heftalite pour reprendre son trône. Ils traversèrent la frontière au Khorasan, où l'armée locale était commandée par l'un des cousins de Cavad, qui les rejoignit rapidement, remettant ainsi immédiatement un quart de l'empire entre les mains du roi. Face à la perspective d'une guerre civile sanglante, l'aristocratie s'est rendue à Cavad. Cependant, le roi a également reconnu qu'il ne pourrait pas revenir en toute sécurité au pouvoir s'il n'acceptait pas de revenir sur le plan social et politique à la situation précédente. Donc il va y avoir une sorte de grand compromis qui va s'effectuer. Cavad va abandonner son mazdéisme. En échange, il va pouvoir conforter son pouvoir et reprendre un pouvoir absolu
avec le soutien de l'aristocratie. Donc on a un revirement d'alliance qui s'opère à ce moment-là. Pendant les années de l'absence de Kavad, Mazdak et ses disciples furent bannis de la cour royale et dépouillés de leur pouvoir officiel sans être inquiétés auparavant. Donc ils reviennent à leur stade de départ d'opposition populaire, mais ils n'ont plus d'influence politique. Cependant, le mouvement mazdakite a continué à se développer dans la société, y compris au sein de la noblesse, permettant aux mazdakites de développer des pratiques communautaires. Durant les premiers temps du retour de Kavad au pouvoir, donc après cet épisode où on l'avait chassé, où il avait été exilé, une fois qu'il revient au pouvoir, il laisse les mazdakites prêcher sans leur apporter de soutien officiel. Donc on a une sorte de statu quo qui rétablit la situation. Le roi Kavad voyait toujours l'utilité et la nécessité de certaines des réformes commencées avec Mazdak. Et la noblesse mazdakite restait influente auprès du roi, malgré le départ de Mazdak de la cour royale. Si bien qu'il va y avoir certaines mesures qui vont être mises en place, allant dans le sens de réformes, alors cette fois-ci pas communistes et pas aussi radicales que ce qui était prévu au départ, mais tout de même des réformes sociales continuent à avoir lieu. La valeur des propriétés fut réévaluée afin de déterminer des taux d'imposition équitables, mais cette mesure fut contrebalancée par une taxe de recensement qui pesait de manière disproportionnée sur les roturiers. Donc d'un côté, l'État taxe plus la noblesse, de l'autre côté, la noblesse se venge en quelque sorte en faisant en sorte qu'il y ait des taxes qui retombent sur le Pékin moyen. Les véritables bénéficiaires des réformes que Kavad va mettre en place à cette période-là sont la classe moyenne, auparavant peu nombreuse. Dans le cadre du nouveau système, un nombre important de familles modérément riches ont pu acquérir des biens, ce qui leur a permis d'accéder au service militaire dans la cavalerie sassanide. Donc il y a une classe moyenne qui va être développée en fait par le roi, qui va réaliser une politique de compromis au service du nouvel État. Et ces classes moyennes qui ont connu une ascension sociale grâce à cette redistribution vont être un véritable point fort pour la monarchie perse. En effet, Kavad va placer ces nouvelles unités de cavalerie sous son propre commandement afin de contrer le pouvoir traditionnel de ses propres généraux. Donc les couches aristocratiques se voient contrebalancées par une armée royale avec des gens qui doivent tout au souverain et à sa politique de redistribution. La réforme la plus proche du modèle des Mazdakites a consisté à créer un nouveau rôle au sein de la prêtrise traditionnelle, le rôle de juge-avocat des pauvres. Alors le juge-avocat des pauvres, ça va être un prêtre chargé d'obliger les autres prêtres à mettre en place des programmes d'aide sociale et à prêcher pour les plus démunis. Donc le clergé centralisé zoroastriste classique, conservateur, est forcé par la monarchie à mettre en place quand même un minimum de politique sociale. On est certes loin du radicalisme communiste de Mazdak, mais ce mouvement de réforme a permis des avancées et les mazdakistes restaient influents puisque dans les 20 années qui suivent, il y a toujours des dizaines de milliers de personnes qui sont influencées par les idées mazdakites. Alors l'histoire aurait pu s'en arrêter là, mais finalement, cette croissance exceptionnelle du mouvement va finir par inquiéter, y compris la monarchie elle-même. Pendant la période où Kavad avait été destitué du trône, le haut clergé zoroastrien avait endoctriné le prince héritier Khusro. Khusro est donc un noble, un ardent défenseur du clergé central, et il va lutter par des moyens judiciaires au départ contre Mazdak. Khusro donc, est un noble qui représente les intérêts du clergé traditionnaliste, et finalement l'influence qu'il commence à gagner dans la cour fait craindre à Kavad un nouveau coup d'État qui pourrait le renverser. Donc cette fois-ci, il va prendre les devants et il va faire un mouvement d'alliance en fait avec les conservateurs. Kavad va permettre donc au prince Khusro de purger les mazdakistes pour ne pas avoir à se battre avec les milieux proches du haut clergé. Le prince Khusro va donc exécuter les nobles mazdakites,
Il convoque notamment Mazdak au palais royal, où ce dernier est arrêté et pendu devant un peloton d'exécution composé d'archers. Il s'ensuit un pogrom massif contre les communautés mazdakites de Perse. Alors ici, vous voyez à l'écran une reproduction d'un dessin dans un ouvrage historique iranien qui date de bien après cette période, donc qui date de la Renaissance, quasiment 12 siècles après les événements dont il est question. On voit effectivement Mazdak qui est pendu et criblé de flèches durant son exécution. C'est intéressant d'avoir ce dessin dans une œuvre historique très postérieure aux événements décrits, parce que ça montre que le souvenir de cette rébellion, de ce mouvement de contestation religieux et social, a été conservé par les historiens postérieurs, alors certes qu'ils l'ont toujours représenté de manière hostile, mais le souvenir finalement des années de troubles et de contestations religieuses et politiques des Mazdakites n'ont pas été oubliés par la postérité. C'en est le témoignage. Donc finalement, cet élan de réforme communiste en Iran, on pourrait dire d'un certain côté qu'il a échoué, puisqu'il n'est pas parvenu à une transformation durable de la société sur les bases égalitaires qu'il prônait, mais ça a permis un certain nombre de transformations sociales importantes, telles que l'émergence d'une nouvelle classe moyenne, un État centralisateur qui fait un peu plus de redistribution sociale, et l'apparition d'une fonction de défense des pauvres au sein du bas clergé. Alors les grandes purges menées par l'État contre les Mazdakites les ont apparemment fait disparaître rapidement, en tout cas dans les sources officielles. Les Mazdakites ont été traînés dans la boue comme étant des hérétiques. Cependant, on peut se demander si certaines pratiques ou certaines influences culturelles de ce mouvement ne se retrouvent pas dans la société iranienne d'un Moyen-Âge plus avancé. Si on avance dans le temps d'une centaine d'années, donc un peu plus d'une centaine d'années, on peut arriver au moment où les territoires de l'ancienne Perse sont devenus, sont passés sous le contrôle du califat arabe de Rachidoun et où le zoroastrisme a décliné comme religion officielle au profit de l'islam. L'islamisation de l'Iran a été un processus progressif. Au cours du 1er siècle de la domination arabe, l'Iran est resté majoritairement zoroastrien. La conversion massive n'a commencé qu'après le passage à un nouveau califat, le califat abbasside, en 750. Dans cet Iran du Moyen-Âge qui est sous l'influence des califats et de la religion musulmane, on a des traces de l'épisode culturel des Mazdakites, ou en tout cas on pourrait avoir des traces de cet épisode, s'agissant d'une région particulière de l'Iran, où vivait un peuple de cette époque qui s'appelait les Kouramites. Les Kouramites habitaient les franges montagneuses de l'Iran et de l'Irak moderne et s'étaient convertis à une forme d'islam chiite. Cependant, dans les sources de l'époque, ils sont fréquemment accusés d'être des crypto-zoroastriens et même parfois des Mazdakites par les dirigeants musulmans et les historiens. On leur reproche notamment une vision dualiste du monde, l'adoration du feu, qui est une pratique classique zoroastrienne, ainsi que la pratique de la prophétie continue, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des révélations prophétiques qui ne se limiteraient pas à ce qui est enseigné dans le Coran. En fait. Les Kouramites étaient des peuples des montagnes iraniennes et irakiennes du Moyen-Âge, qui avaient des caractéristiques culturelles et religieuses particulières. Par exemple, ils ne construisaient pas de mosquées, ils ignoraient certaines restrictions alimentaires, ils rejetaient les prières et les ablutions quotidiennes, et ils refusaient de se marier en dehors de leur propre communauté. De façon générale, c'était des sociétés très fermées aux étrangers et très isolées, des peuples de montagne. Leurs origines religieuses exactes ne sont pas très claires, mais ce qui fait qu'ils pourraient... Alors certains discutent de leurs croyances, certains pensent qu'ils pourraient avoir été influencés par des croyances en la réincarnation qui seraient venues de l'Inde, par exemple. Certaines de leurs autres croyances pourraient être d'origine chrétienne ou manichéenne. Bref, tout ça n'est pas extrêmement clair. L'un des signes qui indique tout de même qu'il pourrait avoir une influence avec le mouvement mazdakite antérieur ne tient pas forcément
au domaine économique, c'est plutôt leur système familial, puisque les Kouramites pratiquaient la polyandrie fraternelle, c'est-à-dire un système dans lequel tous les frères d'une même famille partageaient plusieurs épouses. Ce qui peut faire penser à la vieille accusation dont la validité historique n'est pas démontrée, mais voilà, l'accusation de mise en commun des femmes par le mouvement religieux mazdakite. Il y a une sorte de vague similitude qui fait qu'on peut se demander si c'est pas une influence, finalement, un héritage culturel du passé et de l'épisode de la révolution communiste de Mazdak. Je ne vais pas détailler plus que ça l'histoire des Kouramites, qui n'est pas forcément extrêmement intéressante si on veut chercher une généalogie historique du communisme. Mais en tout cas, on a affaire à une région où on retrouve certaines pratiques qui semblent influencées par le mazdakisme, telles que le pacifisme, le végétarisme, certaines pratiques égalitaires communautaires et des pratiques matrimoniales qui semblent suspectes ou ne pas respecter les formes familiales en vigueur. C'était aussi une région, celle dans laquelle vivaient les Kouramites, qui était fortement opposée au pouvoir central et qui s'est manifestée à plusieurs reprises par des épisodes de rébellion ou de pillage. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est que la contestation politique et sociale de l'époque du mazdakisme a potentiellement pu influencer ultérieurement cette région dans ses caractéristiques de marginalité et d'opposition au sein de la société iranienne du Moyen-Âge. Je vous laisserai lire le billet si vous voulez en savoir plus sur les Kouramites en particulier. Moi, ce sur quoi je voudrais conclure, c'est que l'épisode finalement du mouvement religieux de Mazdak au 5e siècle est intéressant si on veut réfléchir à l'histoire du communisme. Ça nous apprend plusieurs choses. D'abord, ça nous apprend que le communisme n'est pas forcément une idée occidentale. On peut le retrouver dans des traditions culturelles différentes, une critique radicale de la propriété privée, une volonté de mettre en commun les ressources et les moyens de production à un niveau villageois et communautaire. Ce sont des pratiques qui ont pu exister dans d'autres sociétés, qui ont même pu prendre la forme d'idéologie politique affirmative et non pas simplement de perpétuation d'une tradition paysanne immémoriale. Avec Mazdak, on voit bien la volonté de transformer la société dans un sens beaucoup plus égalitaire sur le plan socio-économique, qui ne s'en tient pas purement et simplement à la préservation de traditions paysannes préexistantes. Ça doit donc nous amener à universaliser l'idée qu'on pourrait se faire du communisme. Il n'est pas réductible ni à une idée occidentale, ni à une idée de l'Occident moderne. L'un des intérêts de connaître la révolution mazdakisme en Iran, c'est que ça casse par exemple le schéma que proposerait un penseur de l'extrême droite européenne, qui serait par exemple Julius Evola. Pour Evola et pour un certain nombre d'interprètes de l'évolution culturelle de l'Occident, il y aurait une tendance continue depuis au moins le Moyen-Âge vers plus d'égalité. On pourrait penser aux analyses de Tocqueville sur le mouvement démocratique qui le fait précéder la Révolution française de plusieurs siècles. Les populations des territoires d'Europe et d'Occident seraient attirées par plus d'égalité de façon séculaire. D'abord, ils auraient voulu une égalité juridique, puis une égalité plus sociale, puis le communisme serait apparu, ainsi que la démocratie, etc. Il y aurait une sorte de continuum égalitaire à travers les époques. Finalement, ce que nous montre l'épisode du communisme de l'Antiquité perse, c'est que ce n'est pas nécessairement un processus continu, ce n'est pas nécessairement un processus qui présuppose un mouvement égalitaire préexistant, ce n'est pas forcément un processus qui serait continu et linéaire dans l'histoire depuis un point donné. Le schéma que mettent en avant des auteurs comme Evola ou Tocqueville s'agissant de l'évolution de l'Europe ne pourrait pas être transposé tel quel sur d'autres parties du monde, et finalement on n'a pas besoin d'être dans un mouvement progressif égalitaire depuis des siècles pour en arriver au bout du compte à une idéologie communiste radicale. Le communisme n'est pas forcément l'aboutissement séculaire d'un processus de démocratisation et d'égalisation. Ça peut être beaucoup plus spontané et radical. Dans le cas du mouvement de Mazdak, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait eu de précurseur à ce mouvement. Donc ça doit amener à fortement nuancer l'idée que le communisme serait l'aboutissement de tendances égalitaires préexistantes de longue durée.
Une autre idée qu'on pourrait retenir, c'est qu'il est tout à fait faux de disqualifier ou de résumer les idées de la gauche radicale, les idées égalitaires, les idées socialistes et communistes, au rôle d'une minorité d'intellectuels privilégiés et cultivés qui influenceraient les masses par souci de contestation un petit peu gratuit. En fait, dans l'épisode de Mazdak, mais ce serait très transposable à la plupart des mouvements communistes historiques, on n'a pas d'abord des intellectuels qui influencent les foules par une sorte de charisme ou d'influence innée. On a des contradictions sociales qui sont déjà à l'œuvre dans la société, entre des groupes sociaux qui n'ont pas les mêmes intérêts, et sur la base de cette lutte des classes préexistantes, certaines idées vont avoir du succès auprès des masses, dans la mesure où ça semble les convaincre que leur intérêt est d'y adhérer pour améliorer leur situation. Ce n'est pas l'idéologie qui crée les contestations sociales, ce sont les contestations sociales qui s'emparent des idées qui font avancer leurs intérêts. La preuve en est que le mouvement de mazdakistes n'a pas été décapité parce que les intellectuels qu'il portait ont été purgés, ce qui semble vraiment important pour comprendre l'arrêt du mouvement, ou en tout cas l'un des aspects importants de pourquoi ce mouvement n'a pas eu de continuité, c'est qu'un certain nombre des problèmes sociaux qu'il dénonçait ont connu un début de résolution avec les réformes sociales mises en place sous Cavad. Le fait de réduire massivement les inégalités par la création d'une classe moyenne, le fait de donner un certain nombre de rôles sociaux au clergé, ça réduit la conflictualité sociale en égalisant la situation des différents groupes sociaux, ça permet une pacification de la société, et c'est un facteur évidemment important pour comprendre pourquoi il n'y a pas eu de mouvements communistes radicaux postérieurs, parce que si la répression ne fait pas tout, si vous voulez, en fait il ne suffit pas de tuer les gens qui prônent une idée politique, pour que les causes qui avaient rendu cette idée politique populaire disparaissent instantanément. Là aussi, ça me semble un enseignement assez transversal et transposable à beaucoup d'autres situations historiques. Voilà, j'espère que cet exposé vous aura intéressé, j'espère que ça vous donnera de la curiosité pour d'autres épisodes méconnus à travers l'histoire de ce type, et je vous invite à nous retrouver sur le serveur La Cité Libre pour en discuter.